Blandine Kriégel, on est très heureux évidemment de l'accueillir à ce colloque. Vous êtes professeur émérite des universités, Blandine. Vous avez joué un rôle important, un rôle pionnier même dans le développement de la philosophie politique, en redécouvrant notamment la notion d'état de droit. Vous préparez actuellement d'ailleurs un livre sur Spinoza, peut-être nous en direz-vous un mot tout à l'heure. Et vous avez aussi bien sûr participé au cours de votre carrière à l'action publique, en conseillant tout d'abord François Mitterrand, qui vous avait confié un rapport sur la modernisation de l'État, c'était en 1986, puis Jacques Chirac, qui vous a appelé à ses côtés dans son cabinet, à la présidence de la République de 2002 à 2006 pour différentes missions. Et vous allez nous parler dans la suite de l'exposé de François de Varenne, de Heidegger et la modernité, en élargissant encore... Nicolas de Varenne, pardon, en élargissant encore la focale. Merci, cher Raphaël, et je vous cède tout de suite la parole. Merci, Alexis. Et d'abord, tous mes remerciements vont aux organisateurs de ce colloque d'avoir eu cette idée très judicieuse au moment de la parution des Cahiers noirs, au fond de revisiter, grâce à eux, Heidegger. Alors, j'ai choisi comme titre de mon exposé Heidegger et la modernité. Pourquoi substituer à la question qui nous était posée, Heidegger et les Juifs, celle d'Heidegger et la modernité? Eh bien, parce qu'elle est, me semble-t-il, l'une des clés, sinon la première clé, je m'explique. À mon sens, la question Heidegger et les Juifs, et d'ailleurs je trouve que les premières interventions que nous avons entendues hier, aujourd'hui, au fond, l'indiquent très bien, est en passe d'être réglée par la volonté du philosophe lui-même et les instructions qu'il a laissées pour la publication de ses œuvres. Et d'ailleurs, de même qu'Agatha Christie avait demandé que 2 de ses ouvrages, Curtain et Hercule Poirot qu'il Classen et La dernière énigme de Miss Marple, qu'elle avait rédigé dans les années 40, ne soient publiés que dans les années 70, parce qu'elle estimait que ça représentait le dernier mot de sa véritable enquête, meurtre en Europe, meurtre de l'Europe. De même, et c'est très intéressant pour nous, Heidegger a voulu exprimer, publier, n'est-ce pas, en langue vernaculaire, compréhensible d'une certaine façon par tous et par toutes, ce que véritablement il a pensé du nazisme et des Juifs. Et nous sommes en effet tout à fait édifiés, je cite, n'est-ce pas, ce que nous connaissons maintenant, sur le nazisme. Le national-socialisme ne peut nullement être le principe d'une philosophie, mais doit toujours être seulement posé sous la philosophie comme principe. En revanche, le national-socialisme peut endosser certaines positions et ainsi contribuer à un nouveau fondement de l'être. C'est dans les Cahiers noirs 94. Sur les Juifs, la question du rôle du judaïsme n'a rien de raciste. Elle est métaphysique et concerne cette modalité de l'humanité qui, radicalement sans lieu, peut assumer la tâche historique du déracinement tout en étant hors de l'être. D'ailleurs, Alain Finkielkraut hier, si je ne m'abuse, a cité cette phrase. C'est dans les Cahiers 96. Les Juifs, donc, déracinés, sont hors de l'être, et comme on le sait, le Dasein, l'homme véritable, est lui le berger de l'être. Donc, les Cahiers noirs sont venus conclure et confirmer ce qu'un certain nombre de chercheurs, et en particulier Emmanuel Faye, auquel je trouve que nous devons beaucoup, avaient, avec la publication des plus complètes, n'est-ce pas, que celle éditée en français auparavant des années 33-34, après d'autres, soigneusement établies. Qu'est-ce que nous savons maintenant ? Nous savons maintenant que l'adhésion d'Heidegger au parti nazi, contrairement à ce qu'on nous avait enseigné, je parle au fond de tous les universitaires de ma génération, n'était pas une parenthèse qui n'aurait que peu duré, puisque Heidegger s'est engagé en 1933 dans le parti nazi pendant 12 ans et qu'il a payé toutes ses cotisations jusqu'à l'effondrement de ces derniers. Davantage, nous savons aussi, n'est-ce pas, et je dirais que ça dérange quelque peu, au fond, une version plus optimiste que celle qu'avait donnée François Affédier à la suite de la publication de Farias, que cet engagement s'est accompagné d'épisodes à tout le moins peu glorieux. Je rappelle encore une fois ici ce qu'Emmanuel Faye a établi pour les textes de 1933-1934. Une politique de recrutement universitaire marquée par des lettres de délation, un cours du semestre de l'année 1933-1934 sur les possibilités fondamentales de l'essence de la race originaire germanique, l'approbation de la législation antisémite, le discours, qui avait été contesté auparavant,
devant l'autodafé public. Flamme, montre-nous le chemin d'où il n'y a plus de retour, je cite, on a retrouvé ce discours. L'appui aux associations de jeunesse nazie, antisémites, l'apologie du travail, de la sélection, l'approbation de l'exclusion des non-ariens de l'université, la remise en cause de la domination judéo-chrétienne et autres accidents, entre guillemets. De ces accidents, d'ailleurs, le refus d'Heidegger de jamais s'excuser, malgré les demandes pressantes qui lui avaient été adressées en particulier par Herbert Marcuse, l'imputation qu'il a faite de la responsabilité des camps de concentration et de leurs cadavres à une comptabilité par ailleurs sous-estimée, il parle de centaines de mille, nous savons qu'il y a eu des millions de personnes, à la technologie, n'est-ce pas, l'arbre de la technologie cachant la forêt des cadavres, cela faisait beaucoup. Il y a eu plus, au-delà, dans une conférence de 1949, dans les conférences de Brême en 1995, pire, la déclaration, qui est évidemment reprise dans les cahiers noirs, c'est pour ça qu'ils ont eu un tel écho, selon laquelle les victimes des camps, n'étant pas des êtres pour la mort, des mortels, n'étaient pas comme les autres, elles ne se situaient pas dans l'abri de l'essence de l'être, elles n'étaient pas pauvres en monde comme les animaux, mais tout simplement hors du monde. Donc déclaration réitérée, bref, ces hommes n'étaient pas véritablement morts, ils n'étaient pas, au fond, tout à fait nos semblables. Donc, nous savons aujourd'hui, n'est-ce pas, il faut regarder les choses en face, avec la publication des cahiers noirs, que son engagement n'a pas été celui d'une dérive sans conséquence, et malgré toutes les objections ou les reculades que nous avons dû faire par rapport à l'idée que nous nous faisions d'Heidegger, eh bien Heidegger, lui, n'a pas voulu reculer. Les cahiers noirs, ou comment Heidegger persiste et signe dans ses réflexions sur le nazisme et la question juive. Cependant, malgré le caractère réitéré et irrécusable des positions que nous connaissons, le problème posé aujourd'hui, me semble-t-il, par l'engagement d'Heidegger, celui de sa véritable pensée sur les Juifs, eh bien, est autre, tout à fait autre, que celui d'un pur et simple ralliement au nazisme, puisque celui-ci est pour lui, il l'a écrit à plusieurs reprises, un principe sous-jacent et non saturé de sa métaphysique. Bien sûr, Heidegger n'avait aucune considération pour les Juifs et le judaïsme. Pour lui, il n'était pas allemand, l'affaire est entendue, finalement, il n'était pas non plus des hommes. Et même, on pourrait dire que ce qui est plus frappant, là, j'entre dans des détails des biographiques avancés par Hugo Hoth, c'est plutôt, si vous voulez, son hypocrisie, une sorte de dissimulation foncière, c'est-à-dire dire des choses différentes dans le même temps, qui éclate autant dans sa relation à Husserl que dans l'assurance qu'il a donnée au Spiegel de n'avoir participé à aucun autodafé, alors même qu'on a retrouvé son discours. Mensonger à Heidegger l'était, certes, mais ce ne comptait pas fondamentalement pour lui, car il ne croyait pas à une certaine forme de moralité. Le problème est donc autre. Heidegger n'est pas qu'un vulgaire idéologue nazi ou antisémite. Et là, je vais me séparer d'Emmanuel Faye, qui estime, après avoir montré l'espace tangentiel des idées heideggeriennes aux idées volkisch et national-socialistes, comme on vient de le faire là, dans la première intervention, qu'Heidegger, dans ces conditions, ne pouvait pas être un philosophe. Alors, il est vrai que ce terme même, il l'a en quelque sorte récusé, puisqu'il était penseur et poète, mais hélas, bon, je vais oublier ça, admettons qu'il en était un. Et admettons-le, puisque c'est ce que tous nos enseignants, nos aînés, n'est-ce pas, et nos contemporains, en grande partie, ont admis. Heidegger était bel et bien un philosophe, et même ce philosophe ou ce penseur, qui a été reconnu par une grande partie de la pensée allemande et européenne. Alain Finkielkraut a cité, au fond, l'admiration d'Emmanuel Levinas hier comme le plus grand des philosophes allemands de son temps, car, il faut le dire, n'est-ce pas, il y a aussi une philosophie du côté obscur et même une profonde pensée de la déshumanisation, de la domination, voire, là, ça ne concerne peut-être pas directement Heidegger, de l'extermination. Donc il est temps, me semble-t-il, et c'est pourquoi je remercie les organisateurs de ce colloque, de comprendre pourquoi aujourd'hui, autant par l'émerveillement qu'elle a suscité que par l'horreur petit à petit, n'est-ce pas, qu'elle laisse se dessiner, la pensée d'Heidegger a exercé une telle puissance d'irradiation. Pourquoi d'abord, quand on évoque, n'est-ce pas, Hermann Cohen, Cassirer, elle a eu raison si rapidement du néo-kantisme, comme d'ailleurs
Carl Schmitt, n'est-ce pas, n'a fait qu'une bouchée de Kelsen. Là, c'était la fameuse rencontre de Davos où Cassirer et ses amis néo-kantiens ont été mis en déroute avec la complicité des clowneries étudiantes d'Emmanuel Levinas. Bref, me semble-t-il aujourd'hui, ce qui est ouvert par ce colloque, c'est la philosophie même d'Heidegger, dont il faut rendre raison dans son axe central de refus de la modernité et dans sa volonté de déconstruction. Le problème donc qui nous est posé n'est pas, me semble-t-il, un problème purement idéologique, et bien sûr, même s'il y a, je vais en prendre compte, au fond, une atmosphère intellectuelle, je serais moins sensible à la perméabilité absolue, n'est-ce pas, du zeitgeist, au fond, de la culture dans laquelle Heidegger a développé ses idées, que, en quelque sorte, à l'autonomie de sa réflexion. Et par conséquent, il me semble que la question, au fond, est plus complexe. C'est une question philosophique, celle de la pensée d'Heidegger dans son rapport à la catastrophe allemande, celle de sa puissance d'irradiation, celle aussi de l'ensevelissement des arguments qui auraient pu la neutraliser. Parce que la question qui est posée, c'est pourquoi Cassirer, cet homme si merveilleux en un sens, n'est-ce pas, auquel Michel Foucault a rendu hommage au début et à la fin de sa carrière, pourquoi, n'est-ce pas, n'a-t-il pas pu constituer un mur de résistance plus puissant en face de l'heideggerisme? Donc il y a bien aussi une question de méthode. On ne pourra pas définitivement ensevelir les actes par les textes, ni expliquer les mots par les choses. Et je considère là que, bien sûr, il faut distinguer la biographie, le social, la philosophie, même si, comme on vient de le faire avec beaucoup de brio, ce que nous a expliqué Nicolas de Varenne, il faut aussi réunir les uns et les autres. Oui, me semble-t-il, il existe une réalité, attestée aujourd'hui par des sources historiques fiables, pour connaître, presque tout connaître aujourd'hui, les positions politiques assumées par Heidegger qu'on ne peut plus contester. Oui, il existe une société et une culture dans lesquelles Heidegger a vécu. Oui, il existe également une autonomie consistante du discours philosophique d'Heidegger qui ne peut être réduite à sa biographie ou à son être social. Il existe également des procédures d'histoire des idées, comme des procédures philologiques de lecture de ces textes qui permettent d'en dégager le sens véritable. Alors, en ce qui concerne, n'est-ce pas, au fond, l'atmosphère culturelle dans laquelle a vécu Heidegger, liée évidemment profondément, comme on vient de nous rappeler, à la Première Guerre mondiale, il a été largement montré que son parcours intellectuel et ses amitiés s'inscrivent à partir de la Première Guerre mondiale dans le sillage de la révolution conservatrice allemande. Et là, je crois qu'il faut rendre hommage à un travail qui a été très oublié, celui de Jean-Pierre Faye. Il faudra bien avouer notre dette un jour à ce qu'il a fait, et plus récemment de Pierre Bourdieu. Car bien sûr, les idées heideggeriennes, j'en suis tout à fait d'accord avec Nicolas de Varenne, ont vibré, ont résonné dans une histoire générale des idées, une atmosphère, un zeitgeist intellectuel et culturel qui est celui, c'est ainsi que je le qualifierais, de la révolution conservatrice. D'ailleurs, je dirais qu'il est frappant que c'est plus que des philosophes, des écrivains comme Thomas Mann, des littéraires, notamment germanistes, naguère Henri Brunswick, Roger Hérault, Jacques Droz, Robert Minder, ça fait beaucoup de monde, n'est-ce pas, qui n'a pas, au fond, été entendu. Et plus récemment, Jean-Pierre Faye ou encore Jacques Le Rider, peu lus ou entendus, qui d'ailleurs nous ont livré très largement, n'est-ce pas, les chemins les plus empruntés par ce courant, qui a développé un certain nombre de thèmes. La critique de la modernité, notamment issue des Lumières, le discours populiste et patriotique, exaltant depuis Fichte, n'est-ce pas, là aussi je rejoins ce que vient de dire Nicolas de Varenne, la nation allemande comme seule nation originaire et authentique, fondée sur la langue, le sang et le sol, et d'ailleurs opposant le Deutschtum au Judentum, puisque je rappelle que Fichte a créé avec Hakim von Arnim et Brentano le premier club allemand interdit aux juifs. Ensuite, n'est-ce pas, avec Spengler écusant la technique, avec Troeltsch et Nietzsche s'attaquant au rationalisme et au nivellement démocratique, auquel les uns et les autres ont opposé l'authenticité du travailleur artisan, on connaît le livre de Junger, le sol natal, la Gemeinschaft contre la Gesellschaft, la totalité contre l'atomisation, pour écuser la civilisation libérale séculière et industrielle
qui, en son centre et en son cœur, avait les Juifs. Et, encore une fois, même si ces idées sont devenues une force matérielle de l'histoire à partir de la Première Guerre mondiale, elles datent en vérité et elles se sont développées dès le début du XIXe siècle. Il ne faut pas l'oublier. Pourtant, encore une fois, la philosophie a son indépendance et donc les questions qui n'ont pas été tranchées, les réponses qui ne sont pas acquises sont les suivantes. D'abord, à mon sens, il s'agit de comprendre si l'engagement politique d'Heidegger a une signification et laquelle pour son engagement philosophique. D'ailleurs, je trouve que des éléments de réflexion très intéressants viennent de nous être donnés, c'est-à-dire d'éclaircir le rapport de la tradition philosophique allemande à la catastrophe allemande et d'éclaircir aussi les raisons de sa puissance d'irradiation, notamment en France. À mon sens, mais je vois que, en vérité, j'ai été devancée par ce qui a été dit, ce sont ces problèmes qui, aujourd'hui, au fond notre actualité et sont en débat. Alors, la scène philosophique, bon, je le dis très rapidement, tout le monde le sait, à l'époque où l'œuvre d'Heidegger fit son apparition, était dominée par deux courants, deux traditions, celle des néo-kantiens, n'est-ce pas, Wildebrand, Rickert, l'école de Marbourg, qui était conduite par Hermann Cohen, et celle de Cassirer, qui, eux, étaient des héritiers, n'est-ce pas, du kantisme, de la tradition libérale et de l'humanisme modéré, et de l'autre côté, la tradition des phénoménologues, incarnée par Edmund Husserl, qui a fait, faut-il le rappeler, toute la carrière universitaire d'Heidegger, qui cherchait, elle, une extension et un dépassement du kantisme. C'est d'abord vis-à-vis d'eux, n'est-ce pas, de ces deux courants qu'Heidegger a pris position. Donc, à partir de là, il faut essayer d'apprécier l'émerveillement produit par la publication de Sein und Zeit et ensuite par toute l'œuvre d'Heidegger, et surtout chez nous. Je veux dire surtout en France, n'est-ce pas? Je prendrai une autre perspective que celle, si vous voulez, de l'époque contemporaine simplement, mais je me restreindrai au fond au problème français de la réception d'Heidegger. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque universitaire de profession, n'est-ce pas, nous sommes nombreux ici, l'a partagé peu ou prou. À l'exclusion, en effet, de la philosophie moderne, qui était traitée plus souvent qu'à son tour par prétérition, il faut reconnaître que Heidegger connaissait tout de l'idéalisme allemand, n'est-ce pas, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Nietzsche, où il voyait d'ailleurs le destin historial germanique, qu'il était l'élève de Husserl, n'est-ce pas, à l'époque où la phénoménologie avec le néo-kantisme dominait les études allemandes. Et je dirais très simplement qu'il, dans notre génération, je parle évidemment, je suis plus âgée que bien de mes collègues ici, mais n'a pas lu Kant ou Schelling ou Nietzsche, voire même Hegel, avec les cours, n'est-ce pas, publiés d'Heidegger, qui pourrait nier également qu'une partie de l'influence qui a été exercée ici en France par ses élèves, c'est-à-dire Léo Strauss et Hannah Arendt, ne tient pas à leur extrême facilité destinée par Heidegger à jongler à leur tour avec cette philosophie idéaliste allemande et à la transmettre à des hommes Delphini. J'ajouterais que Heidegger bénéficiait aussi du succès de la science allemande, son triomphe dans la philologie comparée, la philologie grecque, de là le retour aux anciens, aux présocratiques, de la présence dans les sciences européennes des triomphes de la physique d'Einstein ou des sciences historiques du XIXe et du XXe siècle, voire, n'est-ce pas, de la philosophie et de la littérature qui avaient légué à la pensée du 1er XXe siècle les recherches sur le temps, dont il a fait un des concepts majeurs de son anthologie. Bref, et j'ajouterais, n'est-ce pas, pour au fond rendre compte de l'émerveillement qui, au fond, dessine un peu la situation devant laquelle nous, c'est un nous collectif, nous sommes tenus devant Heidegger, et bien comme tout grand créateur de philosophie, il n'a pas été chiche de concepts nouveaux, l'étentité, l'existential, l'arraisonnement, voire même des concepts qui ne pouvaient pas être véritablement traduits, comme le Dasein ou la Kéré. Bref, alors, en dépit, n'est-ce pas, et c'est ça qui est quand même qu'il faut marquer, de son abyssale indifférence à la civilisation classique européenne, à sa musique, à sa peinture, à sa littérature, tout ce qui était étranger à la culture germanique, il est vrai que Heidegger a installé dans la tradition de la plus haute pensée allemande la thématique la plus contemporaine du XXe siècle. Voilà pour l'émerveillement. Mais ce n'est pas tout, bien sûr, car subrepticement, et longtemps de manière excessive, une suspicion de plus en plus inquiète, horrifiée, est née du détournement des concepts qu'elle a opérés. Et là, j'ai en mémoire quelques réflexions, n'est-ce pas, transmises également par nos aînés. Par une philologie de l'attention et de la distorsion, n'est-ce pas, qui écartèle les textes en grec et en allemand. D'ailleurs, on l'a dit très bien, n'est-ce pas, son ambition hier de créer une nouvelle langue, ce qu'a expliqué Jean-Claude Miner. Par une désagrégation orwellienne du parler, Heidegger, en effet, en justifiant
la désarticulation de la langue avant la déconstruction de la pensée, à peu, dans une distance décalée à la philosophie grecque classique, il fait le choix des présocratiques, dans une hostilité totale à la modernité, acclimater, acculturer, actualiser les concepts de la philosophie idéaliste romantique allemande la plus révolutionnaire et la plus conservatrice, c'est-à-dire la primauté de l'originaire, la thématique du néant. Tout ça, ce ne sont pas des idées originales, n'est-ce pas ? La fascination de la mort, la démiurgie, la volonté de puissance. Et irrésistiblement, dans une sombre et formidable répétition, il a jeté des pelletées de mots, n'est-ce pas, des cours extrêmement longs, pour ensevelir à tout jamais la philosophie moderne, qui avait été, il faut bien dire, au principe de la République démocratique, et condamnant d'abord, n'est-ce pas, c'est son entrée dans la carrière, dès le départ de son entreprise philosophique, les kantiens, les néo-kantiens eux-mêmes. Alors, dans le court espace au fond de cette lecture, je me propose de démontrer ici, sur des concepts qui sont devenus des canons obligés, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'être et le temps et la volonté de puissance, comment Heidegger, à partir de cette condamnation et de cette disqualification de la modernité, à la place, leur a substitué, a orchestré d'une manière magistrale toute la tradition de l'idéalisme romantique allemand pour en fait déconstruire et détruire ce qui, dans la modernité européenne, avec évidemment la place qu'elle avait dévolue aux Juifs et au judaïsme, avait fondé une philosophie adéquate à la philosophie de la République démocratique. Alors je partirai de la modernité. Tout le monde le sait, n'est-ce pas, tous ceux qui ont lu Heidegger, qu'il y a chez lui, repris en mille et une vagues, la condamnation, à la fois la condamnation et l'histoire de la modernité, une critique et une comptabilité, un rejet et une assignation. D'abord la condamnation. Au paragraphe 401 de Sein und Zeit, il cite, c'est une citation, « L'homme depuis la Renaissance, dit-il, est bon à être enterré ». Alors, pour revenir à la théologie médiévale, pas du tout, n'est-ce pas ? Dans une lettre de 1933, éponyme de son hostilité, de toute son hostilité qui n'a jamais baissé la garde, ultérieure au christianisme, il dénonce la préférence du christianisme, et là il s'agit des catholiques, pour une philosophie, dit-il, qui s'est mise sous la coupe du libéralisme et s'est détournée de la vision de l'homme dans son enracinement historique et sa tradition issue du peuple, du sang et du sol. Et donc, il y a chez lui une phénoménologie accusatrice de la modernité. Je vais passer vite parce que son verdict et ses sentences sont en quelque sorte passés dans le domaine public. Le monde moderne comme monde de la technique et de la science, voué au déclin, à l'oubli de l'être, à l'arraisonnement du fond de la nature, avec le caractère structurel de la déchéance. Dans ce monde, pour échapper à l'angoisse, il faut faire retour à l'origine, aux racines, à l'authenticité, en s'éloignant hyperboliquement de la raison logique et calculatrice, de la technique et de la science et du développement industriel. Et pourtant, je dirais que bien qu'il s'agisse de la partie la plus connue et en quelque sorte la plus populaire de ces analyses, d'ailleurs Alain Finkielkraut les a utilisées hier pour écuser, n'est-ce pas, les tours construites dans les grandes villes et l'immigration sans frontières, eh bien, on est loin de la plus fondamentale de ces réflexions, qui d'abord est toujours philosophique, et d'abord, dans ce cas, elle commence par être historique, avant d'être, comme il l'a exprimé dans son vocabulaire si particulier, historiale. On doit comprendre, dit-il, ce que cette époque présente possède et ne possède plus. Qu'est-ce que la modernité ? Eh bien, d'abord, dit-il, là c'est de l'historique, les sciences modernes, Descartes, Kant, Nietzsche, puis historial. Je me réfère à son cours sur Schelling. L'établissement durable des sciences modernes, le primat des mathématiques conduit à l'éco-cogito, à travers la libération du cogito avec l'apparition de la technique, de l'art, du goût et du souverain, un virage apparaît dans le devenir européen pour édifier la mathésis universalis. Penser, c'est depuis Descartes le « je pense », depuis Kant, le « moi » trouve son essence dans la liberté, l'idéalisme devient un idéalisme de la liberté, mais avec Nietzsche, où l'être libre est volonté, originellement vouloir, eh bien, il est déjà par-delà le bien et le mal qui doivent être, dit-il, ajointés. À l'arrière-plan de ce pouvoir se dresse l'actus, dont il dit c'est une interprétation romaine de l'energeia, l'énergie, l'actus purus. Et d'ailleurs, bien qu'il se défende d'un rapprochement avec Fichte, au fond, dans toutes ces descriptions, Heidegger est
en droite ligne son héritier, car évidemment, chez Fichte déjà, l'action, n'est-ce pas, la raison pratique prime de très loin la connaissance et la volonté dépasse entièrement l'entendement. Alors, je rappelle ça très vite parce que l'histoire de la métaphysique moderne qu'Heidegger nous présente ici est devenue quasiment un canon, n'est-ce pas, de l'enseignement universitaire. Et pourtant, elle a un défaut évident, un oubli majeur qui porte sur deux lacunes qui sont deux abîmes. S'il est en effet incontestable que le monde moderne, depuis la Renaissance, se caractérise par le développement de l'humanisme d'un côté et des sciences de l'autre, loin d'ouvrir l'essor à un seul chemin philosophique, eh bien, il a été le point de départ de deux voies philosophiques radicalement opposées. L'une est bien sûr la métaphysique du cogito, qui débouche sur le criticisme, l'idéalisme de la volonté puis la volonté de puissance, toujours à la recherche d'un fondement infondé et originel, mais l'autre, dont on va voir ce qu'en dit Heidegger, est celle de Spinoza, qui d'emblée est radicalement ontologique, et sans même faire, comme le fera Hegel, de la substance un sujet. Aussi, et c'est la première chose que je voudrais marquer dans cette discussion de la philosophie d'Heidegger, Heidegger, à la vérité, est bien plus proche, non seulement par sa formation, mais par ce qu'il conserve, n'est-ce pas ? Il est bien plus proche de la philosophie réflexive du sujet, et il va s'adosser de tout son poids au fond à l'ego cogito baptisé Dasein, et il écarte d'ailleurs Spinoza d'un revers de main. En deux lignes, il dénonce l'unitéralité et le médiévalisme des concepts métaphysiques fondamentaux de Spinoza, dont il dit qu'ils ne sont pas intégrés de manière critique. Fermez le banc. Alors, c'est très important de noter ça, parce qu'avec Spinoza, ce n'est pas seulement l'ontologie moderne d'une loi naturelle requalifiée par l'égalité qui disparaît, mais aussi avec lui toute la philosophie politique républicaine hollandaise, anglaise, française, dont il n'est jamais fait mention. Or, évidemment, je marque ce point parce que cela intéresse directement la question qui est posée par ce colloque, car en vérité, dans cette philosophie politique, des Juifs, qui n'étaient ni des archaïques, n'est-ce pas, selon le christianisme et son destin de Hegel, ni demeurés auprès du Père, comme avait voulu nous l'enseigner Rosenzweig, les Juifs donc, issus du courant Maran, Vittoria, Las Casas, Bodin, Spinoza, ont joué un rôle de premier plan dans l'élaboration de la philosophie politique moderne, de la modernité, des droits de l'homme, de l'état de droit et de la République démocratique. Et alors, n'y aurait-il point de philosophie de la cité chez Heidegger ? À la première question, la réponse est oui. Point de philosophie, n'est-ce pas, au fond d'un certain vivre ensemble ? La seconde, la réponse est non. Mais cette philosophie-là, elle existe, mais elle est cachée et, pour le coup, à dévoiler. Alors, sur ce point, à propos de la modernité, je dirais que le décrit et la description de la modernité par Heidegger ne serait pas si grave, n'aurait pas été au fond si lourd, s'il n'était devenu la via sacra, n'est-ce pas, au fond de l'enseignement philosophique, par quoi deux pans fondamentaux de la philosophie moderne ont été évacués pendant des décennies, non seulement l'humanisme et le rationalisme scientifique, mais aussi la philosophie politique républicaine, tandis que l'idéalisme subjectif le plus hard, à lui tout entier, était conservé dans les concepts d'être et de temps et de volonté de puissance. Et peut-être plus rapidement, je passe maintenant à ces concepts. Alors l'être et le temps, bon, tout le monde connaît cela. La question de l'être est aujourd'hui tombée dans l'oubli. Premier mot, n'est-ce pas, première ligne de Sein und Zeit. Ils firent époque et l'objet d'une sidération. Rien, cependant, n'était plus inexact. Parce que depuis l'affection cartésienne du malin génie, néantisant la réalité, n'est-ce pas, si c'était le diable qui avait voulu que rien ne correspondît à ma perception dans la réalité, et malgré le rétablissement par étapes de la vérité du monde à partir de l'époque célèbre et actualisée par la phénoménologie, le retour à l'être, retrouver l'être, n'est-ce pas, c'était la croix et le but de toute la philosophie subjective, réflexive, transcendantale. Et elle n'était pas du tout une question qui n'était pas du tout tombée dans l'oubli. La meilleure preuve, c'est que les deux adversaires de Heidegger, les néo-kantiens comme Cassirer qui l'a affronté à Davos, ou les phénoménologues comme son maître Husserl, s'étaient tous mis sur le chemin de ce retour à l'être. Par la découverte, évidemment, de... attendez, là, excusez-moi, je me suis... Ah, voilà. Je vous demande une pause d'une seconde
parce que je me suis perdue dans mes pages. Ah. Eh bien, donc, alors je vais le dire de mémoire, n'est-ce pas, si vous voulez, au fond, par la découverte, évidemment, du caractère de la structure intentionnelle de la perception dans le cas des phénoménologues et des recherches logiques, ou par la présentation kantienne selon laquelle, en vérité, dans la connaissance, n'est-ce pas, au fond, il n'y a qu'une connaissance phénoménale et toujours liée à une expérience. Bref, il y avait cette recherche. Et à la vérité, là je suis absolument désolée d'avoir perdu cette page qui me fait perdre mon fil. Je l'ai égaré, je suis désolée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors bien, donc je veux dire que c'était donc c'est tout à fait inexact et que Heidegger n'était au fond nullement justement le premier à faire ce retour, mais justement ce qui a produit cet effet de sidération, c'est qu'il a réussi à pratiquer ce retour à l'ontologie en lui donnant une formulation entièrement nouvelle. En effet, Heidegger, alors là c'est la seconde ligne de Sein und Zeit, explique que cette question de l'être a été oubliée, n'est-ce pas, depuis Platon et Aristote, que depuis on s'est tu, et pourtant il ne reprend pas l'analyse de Platon et d'Aristote, puisque pour Platon et Aristote, dit-il, qui n'ont même pas vu les problèmes fondamentaux ontologiques, qu'est-ce que l'être ? Eh bien, l'être, c'est la réalité du monde. C'est la réalité du monde qui n'est pas au-dedans, n'est-ce pas, d'un Dasein quelconque, mais au-delà. Et d'ailleurs, les arcanes de l'être sont constitués par le logos, n'est-ce pas, un fondement logique, par quoi l'homme et la réalité, les humains, dans leur connaissance, dans leur langage et la réalité du monde, sont jumeaux et sont parents. Eh bien, Heidegger, lui, refuse le concept de réalité, ce concept des anciens, d'Aristote et de Platon, pour lui préférer ce qu'il appelle l'authentique analytique existentielle, par laquelle, dit-il, je suis un au monde qui n'est pas la nature qui nous entoure, qui n'est pas l'utilisable, et la réalité n'a aucune primauté. Et donc, comme la substance de l'homme, dit-il, est l'existence, comme l'être ne peut être conçu en partant de la réalité, mais en partant de cette existence qui se caractérise par l'ouverture, l'être du Dasein est un être jeté, une factivité, une existence, une projection et un dévalement, d'ailleurs qui est le lieu où sa responsabilité est de pouvoir être. Et il ajoute, si la culpabilité de l'être en faute est originale, rien à voir, je le cite encore, avec la douteuse ouverture d'une conscience morale du monde, mais tout avec une conscience qui, dans son fond et dans son essence, est à chaque fois à moi, n'est-ce pas, à moi. Et oui, donc il n'y a pas de préexistence, n'est-ce pas, de la réalité. La vie est purement individuelle. Et alors, donc, puisqu'on me dit qu'il me reste peu de temps, je vais passer plus rapidement sur le temps, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, ce concept de temps a été extrêmement bien étudié au fond par de nombreux philosophes. Qu'est-ce que le temps? Et comme le dit d'ailleurs très bien, pour le résumer, Françoise d'Astur, Heidegger ne demande pas qu'est-ce que le temps, mais qui est le temps? Et la réponse est simple et radicale, le temps est nous. Le temps, c'est nous, c'est le Dasein qui est le temps. Et donc, pour lui, le temps, c'est l'expérience fondamentale de la finitude, de la présence, et la décision de comprendre l'être comme présence et structure temporelle des phénomènes logiques, par quoi le temps du Dasein n'existe que comme fondation, mort et finitude. D'ailleurs, immédiatement, Cassirer lui a reproché à Davos au fond, de ne comprendre le temps que comme terminus a quo, et jamais, disait Cassirer, comme terminus ad quem. Alors, ce que je veux expliquer ici, c'est l'emprise philosophique que Heidegger a pu exercer sur ses contemporains, et en premier lieu, pour citer
Jean-Claude Miner, les jeunes juifs du savoir, ses élèves. Eh bien, il connaissait, comme l'a dit Jean-Claude Miner, il connaissait très bien les règles de l'université allemande, mais il connaissait aussi les lignes de force de la tradition philosophique de l'idéalisme allemand. D'un côté, impulsée par le transcendantalisme, la recherche toujours plus avide d'un fondement infondé, de l'absolu, de l'inconditionné. Bref, comme il le dit, n'est-ce pas, du questionnement toujours plus important que la réponse, un questionnement assoiffé. De l'autre, l'affirmation de la primauté de l'agir. Le haut commencement était l'action, qui commence d'ailleurs avec Goethe, qui va nourrir tout ce mouvement de la démiurgie. Eh bien, Heidegger a conjoint ces deux lignes de force pour imaginer, c'est incroyable, une ontologie dominée par la démiurgie. Il ne s'agit pas d'un retour à l'être, mais d'un retour à l'étant. Et j'en viens au dernier point, qui est peut-être le plus important pour ce qui concerne, n'est-ce pas, son rapport à la modernité, la volonté de puissance. Qu'est-ce que la volonté de puissance? Il répond « être maître, commander, vouloir être plus, avoir plus de puissance, être plus fort ». Et d'ailleurs, pour se faire bien comprendre, il met en cause le droit à la sûreté, qui est au fond le fondement de la philosophie classique, qui avait été définie comme conservation de soi. Le retour à l'origine dans l'Ursprung, le jaillissement primitif. Pour ce plus de puissance, il faut, dit-il, détruire. Et Heidegger loue l'idéalisme allemand d'avoir pensé le négatif en tant qu'appartenant à l'être. Et si l'éclipse de l'être, là je le cite, la déréliction entraîne un surgissement de l'ombre, n'est-ce pas, fixer ce qui est mort exige la plus grande force, dit-il en exaltant Hegel, donc entraîne un surgissement de l'ombre, ce surgissement par son assombrissement est déjà quelque chose d'autre. Et donc le mouvement historial, n'est-ce pas, de la volonté de puissance qui reconnaît que Dieu est mort, c'est-à-dire que le Dieu chrétien qui soutient le suprasensible, ses idéaux, ses normes comme enjeu au-dessus de l'étang, est définitivement détruit. Et ce parcours, qui est le parcours du nihilisme, n'est-ce pas, qu'il au fond reprend à son analyse de la pensée de Nietzsche, eh bien, Heidegger le pense d'une façon absolument ambivalente. Certes, dans une première étape, le nihilisme classique est à penser comme, au fond, à partir du néant, nihil, comme voile de la vérité de l'étang. Mais beaucoup plus, et de façon beaucoup plus importante, comme le processus de dévalorisation des valeurs qui autorise le processus historial de refondation. Et cette refondation, eh bien, elle permet une redéfinition de la justice et du droit. Qu'est-ce que la justice? L'essence de la vérité en tant que volonté de puissance. Qu'est-ce que la puissance? Là, sa réponse est tout un programme. Chacun le connaît par expérience quotidienne, l'exercice de la violence. Et au fond, donc la puissance n'est rien d'autre, dit-il, qu'un commandement qui commence par le fait de se commander soi-même, qui justifie une nouvelle justice et un droit nouveau. Et pour se faire bien comprendre, il explique, la justice, c'est la volonté de puissance qui embrasse l'avantage. Qu'est-ce que l'avantage? C'est l'attribution qui précède toute pensée et tout agir. Cela vient à conserver quelque chose davantage que telle ou telle personne. Ce n'est pas un équitable profit ni des communautés ni de l'humanité. Et pour se faire bien comprendre, là je cite, n'est-ce pas, ce qu'il écrit dans son deuxième tome de son cours sur Nietzsche, « La justice regarde au dehors vers cette humanité qui doit être façonnée, dressée et marquée de l'empreinte de cette race qui possède l'aptitude essentielle d'instituer sa souveraineté absolue sur la terre, car ce n'est que par cette souveraineté que l'essence absolue de la pure volonté parvient à apparaître elle-même, c'est-à-dire puissance, la justice et l'attribution préalablement constructives qui permettent le fait d'acquérir et de préserver. » Alors, je conclus maintenant, je conclus rapidement. Et je conclus rapidement. Donc, finalement, philosophiquement et politiquement, bien qu'au sens propre, comme on l'a dit, il n'y ait pas de politique, il n'y a pas de cité heideggerienne, Heidegger, évidemment, déroule ici un nouveau chapitre, n'est-ce pas, au fond de la philosophie moderne. Et puisque lui-même l'a pensé dans le terme, n'est-ce pas, au fond d'une expression de la vie germanique, je dirais un nouveau chapitre de la déréalisation de l'âme germanique, projeté virtuellement
loin du développement, opposé au développement des autres nations, dans l'originel, le recommencement absolu, seigneurial, protégé de l'ombre de la nuit par la seule démiurgie qu'il a sacrée, par la seule puissance de son énoncé comme ontologie de l'existence. Et en vérité, n'est sorti de cela que malheureusement, n'est-ce pas, que la catastrophe. Car, en fait, dans ce qu'il nous dit, n'est-ce pas, de la décision, de la puissance, de la violence, de la justice, de l'avantage, le droit de conquête, eh bien, il est tout à fait remarquable que Carl Schmitt, vous savez, qui est devenu son ami, n'a eu qu'à se baisser, n'est-ce pas, pour, au fond, ramasser les concepts dont il s'est servi, pour, croyait Carl Schmitt, en finir avec ses mensonges, je cite Carl Schmitt, qui s'appelait « L'humanité et les droits de l'homme », pour réduire à Quia Kelsen, inconscient, et au-delà, d'ailleurs, essayer de, au fond, de déconstruire totalement toute la philosophie classique de la Révolution république démocratique pour lui substituer celle de la Révolution. Alors, je n'aurai pas le temps ici, mais je le donnerai dans le texte, puisque je ne veux pas abuser de mon temps, d'établir comment cette philosophie, n'est-ce pas, malgré, au fond, ce à quoi elle s'est adossée, c'est-à-dire la faillite intellectuelle et morale, justement, malheureusement, de la culture conçue ainsi en 1945, a pu exercer une telle fascination sur le second XXe siècle, et pourquoi Heidegger est parvenu à capter de nouveaux adeptes, certains d'entre eux tout à fait inattendus. À mon avis, et là je rejoins ce qui nous a été dit dans la première partie de cet après-midi par Nicolas de Varenne, eh bien, il faut d'abord chercher, n'est-ce pas, évoquer le Zeitgeist, l'esprit du temps, et pour moi, prendre au sérieux le terme de révolution, n'est-ce pas? Car, en fait, au fond, il y a eu un lien qui s'est établi entre la révolution conservatrice, environnement de la pensée d'Heidegger, qu'on retrouve chez un Spengler, un Kantorowicz, un Carl Schmitt, au lendemain de 18, j'en suis tout à fait d'accord, et, au fond, la nostalgie de la révolution qui s'est dessinée dans l'intelligentsia en France après 1945. Et donc, c'est ce qu'il faudrait évidemment développer davantage que je ne le fais. Mais pour finir, je voudrais revenir justement à ce que Heidegger avait délaissé, c'est-à-dire à la philosophie. Existe-t-il véritablement une alternative philosophique qui permettrait de répondre terme à terme à cette, au fond, chevauchée romantique où le sacre, à mon sens, le Dasein, n'est-ce pas, mais c'est un sujet, se termine dans la proclamation tragique d'un nihilisme héroïque dont toute objectivité serait absente? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui, à condition de repérer sur le long parcours de la modernité européenne les bifurcations où la bonne direction ne semble pas avoir été prise, c'est-à-dire dépasser Heidegger. Et par conséquent, dépasser, n'est-ce pas, la sommation qui nous a été faite, Heidegger ou pas de philosophie, comme on a voulu nous intimider, en tout cas dans ma jeunesse, en paraphrasant Hegel, Spinoza ou pas de philosophie. Non. Aujourd'hui, au lendemain de la publication des Cahiers noirs, pas de doute et pas de deuil, la vie reprend ses droits et il y a, me semble-t-il, une alternative. Précisément, rechercher ce qui est enseveli dans la philosophie d'Heidegger. En premier lieu, la philosophie des anciens, Platon et Aristote, comme recherche conjointe du savoir et de la sagesse. Et d'ailleurs, cette recherche, nous n'avons pas à la mener parce que c'est précisément ce qu'ont tenté d'accomplir, au moins dans une partie de leur vie, ces élèves amers et déçus, Léo Strauss et Hannah Arendt. C'est ça qu'ils ont fait, et je dirais presque rien d'autre. Malheureusement, j'ajouterais qu'ils ne pouvaient se déprendre de la magie noire de la condamnation de la modernité. Donc, en second lieu, la recherche de l'autre voie de la modernité, l'ontologie spinoziste, tenue encore scellée sous le caveau d'une condamnation criticiste, étroite ou aveugle, et en troisième lieu, ce qui est véritablement la réponse d'aujourd'hui, la connaissance de la philosophie du droit politique républicain moderne et démocratique, qui n'est pas la révolution et qui s'oppose en tout point aux conditions du vivre ensemble, de la volonté de puissance et de la révolution conservatrice. Je dirais simplement qu'à mon sens, nous sommes trop peu nombreux encore à nous y être engagés, et pourtant, c'est d'aller sur ces chemins qui seuls conduisent au zen d'Aristote et non pas à la catastrophe, que dépendent aujourd'hui comme hier notre résistance et notre redressement. Je vous remercie.